Donc, nous allons passer de l'Italie, des Alpes, à une autre région du monde qui est tout à fait considérable en matière de diversité. Il s'agit de Madagascar. J'ai commencé mon travail à Madagascar il y a plus de 35 ans. Et j'y étais simplement pour comprendre et en tout cas observer les amphibiens. Puisque fin des années 80, il était très difficile de convaincre le monde que des animaux pardon. Donc, il était difficile de faire comprendre aux personnes que les amphibiens sont également des animaux qu'il convient de protéger et de conserver à Madagascar. Les personnes connaissent bien les forêts, les animaux à Madagascar, mais parler des amphibiens, en réalité, était assez difficile. Cependant, en réalité, la faune des amphibiens à Madagascar est très diversifiée. Il y a de nombreuses espèces. Donc, lorsque j'ai commencé mon travail à Madagascar, fin des années 80, eh bien, le nombre d'espèces de grenouilles était assez incertain. On disait environ 200. Mais durant ces années, grâce au travail de mes collègues allemands, tels que Mittel Vanches, Frank Glau également, de nombreuses nouvelles espèces ont été identifiées. Et donc, on a pu mettre en place un tel arbre phylogénétique lorsque nous parlons de Madagascar. Tout ce qui est en jaune, en orange ou en rouge, identifiait finalement des espèces qui ont été découvertes dans la nature, possiblement identifiées, mais très souvent pas encore décrites. Donc ce matin, j'en parlais, il y a un processus de description taxonomique qui est tout à fait primordial pour le travail zoologique et botanique, évidemment, mais également pour les amphibiens, c'est d'autant plus vrai. À Madagascar, la situation actuelle estime à 380 espèces. Il y en a certainement bien d'autres qui doivent encore être identifiées. Donc le chiffre final devrait être aux alentours des 400 espèces. Et Madagascar est un des lieux avec le plus de biodiversité dans le monde, non seulement pour les amphibiens, mais pour d'autres espèces, les reptiles, les poissons, les plantes et bien d'autres. Ensuite, c'est une île une très grande île, 2 fois la taille de l'Italie, avec 30 millions d'habitants. Évidemment, la situation de Madagascar est particulière. Beaucoup de personnes aiment cette île parce que c'est finalement un mini-continent avec différents habitats diversifiés, différents écosystèmes. Il y a une forêt tropicale, il y a de la mangrove, il y a des baobabs et des zones sèches également. Et donc la situation est assez complexe. En effet, pour le moment, Madagascar est littéralement en train de brûler. Il y a des incendies partout. Voici une carte de l'île qui a été créée il y a 2 ans, si je me rappelle bien. Et tout ce qui était en orange ou en rouge était des lieux où il y avait des incendies. Donc, les personnes sur cette île ont une relation particulière envers la nature, la forêt et les incendies. Ils ont l'habitude de devoir obtenir de nouveaux
nouvelle région pour vivre. Donc c'est une situation assez particulière, car Madagascar, finalement, n'est plus couverte autant que par le passé par des forêts. Donc voici une projection de la couverture forestière et il y a un risque réel de disparition de la forêt totalement d'ici quelques années. C'est quelque chose qui a déjà été mentionné à plusieurs reprises, mais aujourd'hui la situation a bien empiré. En particulier, car le sud de l'île connaît une sécheresse qui est finalement l'une des répercussions, des premières répercussions du réchauffement climatique. Il n'y a plus d'eau, tout simplement. Il n'y a plus d'eau douce dans le sud de Madagascar, ou en tout cas il est très difficile de la trouver. Ceci a mené à une augmentation, à une modification plutôt des habitats. Les personnes qui vivaient dans la pauvreté ont dû trouver des moyens de subsistance. Cela a mené à de la déforestation. Et vous avez par exemple ici des zones qui étaient couvertes par le passé de forêts. Et vous pouvez voir un peu ce qu'il se passe avec le commerce du bois. Et donc dans beaucoup de lieux, nous n'avons plus de couverture forestière. Ceci a bien sûr des répercussions sur la biodiversité. Par exemple, lorsque nous parlons des lémuriens, qui est le groupe principal d'animaux présents sur l'île, pour les amphibiens, eh bien, la situation est également très complexe. Donc, par le passé, différents scientifiques ont étudié les amphibiens et la biodiversité des reptiles. Là, nous pouvons voir Georges Boulanger du musée de Londres, qui a travaillé durant le 19e siècle. Et bien d'autres chercheurs ont effectué ce travail. Et donc, ici, vous pouvez voir un des chercheurs les plus importants dans le domaine, Blommers Schlosser, d'Amsterdam, Charles Blanc également, un Français. Et on a Chris Arax également qui travaille depuis Londres. Donc beaucoup de personnes ont effectué cette étude, ont commencé à effectuer des études à Madagascar. Donc j'ai collaboré avec ces personnes à de nombreuses reprises. Par exemple, vous pouvez voir à l'écran Miguel, Max, mais également des personnes de Madagascar elles-mêmes, des locaux, car c'est très important d'impliquer les scientifiques locaux dans ce type de recherche. Vous pouvez voir Achille Serimanana, professeur à l'université. Et là, vous pouvez voir Augustin, un conservateur qui a travaillé dans la péninsule. Un aspect assez primordial de la conservation a été la création du groupe spécialisé des amphibiens qui fait partie de l'UICN, l'ASG, donc nous l'appelons, pour Madagascar. Donc ce sont des personnes qui se concentrent et qui coopèrent avec moi et avec d'autres afin de mettre en place des activités spécifiques aux amphibiens et les faire reconnaître, mettre la lumière sur elles. Alors ce groupe ASG a été créé lorsque Russell Mittermeier et Claude Gascon m'ont demandé de faire quelque chose pour les amphibiens à Madagascar. Donc, ceci s'est déroulé durant le plan d'action de conservation de protection des amphibiens, à un sommet qui s'est déroulé à Washington en 2005. Et ensuite, nous avons commencé à travailler avec bien d'autres personnes, de collaborer avec ces personnes et de mettre en place des ateliers. Nous avons mis en place ces ateliers qui s'appellent les AXAM, donc ce sont des plans de conservation des amphibiens. Nous avons
donc mis en place plutôt cet atelier d'abord en 2006 à Antananarivo et en 2014 à Ranomafana. Donc vous pouvez voir ici une photo avec Patricia et également notre collègue du Smithsonian. Donc ensemble, nous avons pu donc réunir ces différents scientifiques et pendant une semaine, on se concentrait sur ces amphibiens. Ce qui a amené à une meilleure connaissance de l'espèce, des espèces et également a permis de sensibiliser à la question des amphibiens. D'ailleurs, ce que nous avons réalisé tout d'abord, eh bien, c'est une recherche sur la conservation qui se concentrait sur les amphibiens. Ensuite, on a mis en place une sensibilisation qui était un aspect tout à fait primordial également, car par le passé, il y avait très peu de connaissances des amphibiens, mais ces dernières années, par exemple, sur le billet de 100 Harinari, et donc la monnaie locale, il y a une grenouille. Donc on voit vraiment une sensibilisation à ces questions. Et par ailleurs, nous avons voulu mettre en place des actions qui se concentrent sur les espèces en danger et à la gestion des lieux où il y a une haute diversité amphibienne. Ensuite, la description taxonomique est très importante également, parce qu'il convient de donner des noms à des espèces inconnues. Et de cette manière, cela permet d'augmenter les actions de conservation. L'UICN, la liste rouge de l'UICN, évidemment, ne peut rien faire si l'espèce n'a pas encore été décrite et qu'elle ne possède pas un nom. Donc, ce sont des actions de taxonomie qui ont été mises en place et améliorées grâce à cette collaboration entre les pays, les experts locaux et les scientifiques étrangers. Par exemple, il y a eu une étude publiée en 2017 qui décrivait 26 nouvelles espèces de ces minuscules petites grenouilles qui font partie des genus Stumphia. C'est un travail très complexe, mais qui a permis d'identifier de nouvelles espèces. Et donc aujourd'hui, elles ont un nom. Et grâce à un nom, elles peuvent être protégées grâce à différents fonds ou systèmes. Et il y a des fonds, par exemple, qui permettent de soutenir les activités de conservation, tout simplement parce qu'aujourd'hui, elles ont un nom. Dans d'autres cas, il est également possible de développer un travail écologique. Par exemple, il y a cette étude sur 7 grenouilles que nous voyons à l'écran. Et jusqu'à notre étude, personne ne la connaissait. Et on a essayé de comprendre comment elles se comportaient, quelle était leur histoire naturelle. Et ce faisant, nous avons pu appliquer et demander plus d'informations. Dans d'autres endroits, il est également important de définir exactement la biodiversité. Donc ici, vous voyez une zone très petite qui se trouve sur la côte est de Madagascar, qui fait partie du groupe Faune et Flore de Madagascar. Et donc on a pu nous rendre dans cette petite réserve et on a pu étudier la faune d'amphibiens là-bas et on a trouvé beaucoup de nouvelles études, de nouvelles espèces plutôt. Et donc on s'est rendu compte même qu'il y avait des espèces qu'on ne trouvait que là, et ça a pu vraiment nous permettre de capitaliser sur la biodiversité de cette petite réserve. Alors, les chytrides, je vous en avais parlé, nous l'avons étudié un peu partout dans Madagascar. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ces pathologies qui étaient présentes dans certains endroits. Cependant, nous n'avons pas pu observer de déclin catastrophique des populations, mais donc on a pu mettre en place de nouvelles stratégies pour répondre au cas où il y ait une épidémie grave. Alors, pour être un peu bref, j'aimerais également vous parler du commerce. Souvent, les animaux sont toujours capturés dans la nature, surtout ces petites grenouilles colorées que beaucoup de gens désirent avoir, mais nous ne savons pas vraiment si finalement ces captures sauvages ont des répercussions sur la population naturelle et comment, en tout cas, on a même parfois des preuves qu'il n'y a pas d'effet immédiat.
Mais en tout cas, il est très difficile de calibrer et d'estimer en tout cas les effets de ces captures sauvages sur les populations. Autre chose maintenant, il existe également évidemment des espèces envahissantes telles que le Dutafrinus melanotiscus, qui est finalement un crapaud asiatique, donc qui a été importé à Madagascar au début du siècle, et on ne sait pas pourquoi. Peut-être simplement était-il présent dans des conteneurs venant du sud-est asiatique. Le problème est celui-ci. Il y a des millions de ces animaux maintenant sur l'île. Et c'est un crapaud qui développe des toxines. Son corps produit des toxines. Et on s'est rendu compte, on a pu prouver que les prédateurs tels que le serpent peuvent mourir. Et donc on observe des déclins de population de serpents où ces crapauds se trouvent. Donc on a essayé de mettre en place un programme d'éradication de cette espèce, mais on s'est très vite rendu compte que c'était impossible. Car il est simplement impossible de mettre en place un engin, un dispositif. On peut contenir la vague, mais on ne peut rien faire pour éradiquer totalement cette espèce. Donc le problème est là, et on ne peut que le gérer. Par ailleurs, c'est assez complexe de travailler avec la population locale et de prouver à ces populations locales qu'il est important d'endiguer cette espèce. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient pas en tout cas les effets immédiats. Comme je l'ai déjà dit, les travaux de sensibilisation sont très importants. Puisque finalement, 60% des Malgaches n'ont pas d'instruction, donc c'est très difficile de leur expliquer que la biodiversité permet une meilleure vie, tout simplement. Pour eux, ils pourraient connaître un surcroît d'écotourisme, où ils ont une vie plus saine grâce à des forêts plus saines. Et la seule manière d'arriver à cela, c'est d'instruire le peuple. Le problème, c'est que la population connaît une croissance énorme. C'est une population aujourd'hui d'environ 30 millions, mais les prévisions nous disent qu'elle doublerait en 20 ans. Donc vous comprendrez bien qu'avec une telle population, la forêt disparaîtrait facilement en tout cas. Et donc les animaux également qui y vivent sont voués à la disparition. Donc comme je l'ai dit, nous avons également mis en place un plan d'action sur certaines espèces, par exemple la Mantella coani, que vous pouvez voir, qui est peut-être l'espèce la plus en danger à Madagascar. Elle était présente simplement sur quelques localisations, sur le haut plateau malgache, mais là, la population a vraiment diminué de manière effrayante à cause de la déforestation, mais également modification de l'habitat, parfois également à cause des questions du commerce des animaux. Donc on essaie de mieux comprendre la répartition à Madagascar. Edmonds, qui est étudiant, qui travaille directement pour le moment à la compréhension de cette situation, eh bien, il a collecté des échantillons de ces animaux pour mieux comprendre leur génétique. Et nous pensons qu'à l'avenir, nous devrons en tout cas mettre en place peut-être une reproduction captive. On ne sait pas encore quand cela commencera, mais en tout cas, c'est une des actions que nous allons mettre en œuvre à l'avenir. Donc l'AG est toujours actif, mais aujourd'hui, notre stratégie a été de transformer notre association mondiale en une association locale qui s'appelle MISA. Donc Miaroni Sao, qui en malgache veut dire protéger les grenouilles. C'est juste une association qui a pour but de réunir tous les chercheurs, tant malgaches qu'étrangers, pour mettre en place une stratégie de conservation des amphibiens. Voilà, c'en était tout. J'aimerais remercier toutes les personnes et institutions qui ont
collaborer avec nous. La liste se trouve à l'écran. Et pour l'avenir, je pense que la conservation des amphibiens à Madagascar est essentielle. Et il est très important surtout de comprendre que la population locale soit impliquée. C'est tout à fait crucial dans toute activité de conservation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franco Andreone, pour les deux présentations. C'était super intéressant. Et je suis These two presentations, they were very interesting, and I'm quite convinced that we might have a few questions for you. Des questions? Any questions? Nous n'avons pas de questions? Très bien. Alors, nous avons également un petit cadeau pour vous de la part d'Aquatis. Merci. Alors, très bien. Le point suivant à l'ordre du jour est une pause musicale par Olga, qui nous vient de Madagascar. Restez assis et puis enjoy the music of Madagascar. Donc, profitez de la musique qui nous vient de Madagascar.